Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à l'émission De vous à moi. De vous à moi, aujourd'hui, nous recevons M. Florent Michel Okoko. Il est le secrétaire permanent du comité national de l'ITIE Congo. Avec lui, nous parlerons de l'ITIE. Bonjour, Président. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes le secrétaire permanent du comité national ITIE Congo. Pour la culture générale de tout le monde, parlez-nous un peu de l'ITIE Congo. Alors, l'ITIE Congo existe depuis 2004, du fait que le gouvernement de la République du Congo a volontairement adhéré à cette initiative. Depuis là, nous sommes devenus, comme disent, pays candidats pour avoir eu en 2013 la conformité. Nous sommes devenus pays conformes et depuis là, nous avons eu 3 validations, dont la dernière date de 2019 et qui fait du Congo un pays en train de faire en sorte de faire des efforts de telle manière à aboutir à un score satisfaisant. Le Congo, depuis là, produit à peu près 14 rapports sur les industries extractives et nous abordons les sujets qui sont liés aux industries des hydrocarbures, aux industries de la forêt et aux industries minières. Pour cela, nous avons une organisation qui est structurée autour d'un comité national, donc c'est l'organe politique de l'ITIE au niveau de la République du Congo, et qui est présidé par le ministre en charge des Finances, et qui aussi est constitué d'un bureau où on retrouve le ministre en charge des Mines, le ministre en charge des hydrocarbures, et les responsables de la société civile, ainsi que responsables des sociétés privées. Voilà. Quel est l'impact de l'ITIE sur notre pays? C'est une excellente question. L'ITIE, c'est une norme à laquelle on doit se conformer et nous devons faire en sorte que justement l'essence même de l'ITIE, c'est-à-dire la gouvernance et la transparence, puisse imprégner la gestion des finances publiques et la gestion des recettes issues des ressources extractives. Donc l'impact fait partie des instillations, des réformes que suscite l'ITIE à travers ses rapports, à travers ses recommandations, à travers ses mesures correctives. Le plus important, c'est de faire en sorte que ce qui se retrouve dans les rapports ITIE, ce qui se retrouve dans la norme ITIE, impacte de manière conséquente la gouvernance et la transparence de notre pays. Comment renforcer la mise en œuvre du processus ITIE ici chez nous, en République du Congo? La République du Congo est d'abord une composante depuis à peu près 15 ans de l'initiative Transparence des industries extractives. La République du Congo est représentée au Conseil d'administration international de l'ITIE. Je veux dire par là que le renforcement de l'initiative dans notre pays passe essentiellement par une meilleure gouvernance, c'est-à-dire que de plus en plus il y ait forte implication, il y a déjà une implication essentielle du gouvernement de la République. On en veut un peu plus, c'est-à-dire le passage des lois, le passage des réformes. On a eu la loi sur la transparence, qui est essentielle. Aujourd'hui, je rappellerai aussi qu'un certain nombre de dispositions de l'ITIE se retrouvent dans le code des hydrocarbures, se retrouvent dans le code minier et est en train d'émerger dans le code forestier. Donc, il faut renforcer la mise en œuvre de l'ITIE, surtout dans son impact, mais
je pense aussi que au niveau de l'ITIE, il y a un plan d'action qui existe. Et ce plan d'action a besoin justement de l'implication de toutes les forces publiques de l'État, où on doit faire en sorte que la gouvernance et la transparence soient un leitmotiv constant dans la gestion des recettes, dans la gestion des ressources issues des industries extractives. Oui, il y a une loi sur la transparence, vous l'avez dit, mais est-ce que cette loi frappe vraiment sur le terrain les sociétés qui évoluent dans le secteur de l'industrie extractive? Je veux dire ceci. La loi sur la transparence n'a pas regardé des aspects coercitifs. Elle a surtout regardé les aspects de la gestion des ressources issues des industries extractives. Mais par contre, les sociétés ne sont pas toujours aussi mauvaises que cela. Elles ont une responsabilité sociétale. Le plus important, c'est que les organisations, les administrations publiques, d'abord elles, soient capables de pouvoir suivre ce que font les sociétés et de faire en sorte que les dispositions légales, réglementaires de notre pays soient respectées par les sociétés. Je ne connais pas une société en République du Congo qui ferait de manière aussi volontaire. Nous avons vu dans le district d'Imonika ce qui s'est passé. Il y a une réaction forte à la fois de l'État, des populations. Et je pense que c'est la meilleure réaction que l'on doit avoir quand une société ne respecte pas le dispositif légal et réglementaire de notre pays. Mais à cela, il y a beaucoup d'autres choses. Dans la gestion, je prendrais la gestion des coûts. La gestion des coûts est un élément essentiel. Aujourd'hui, nous avons des dispositifs légaux, nous avons des dispositifs réglementaires. Pourquoi on parle de la gestion des coûts? Parce que j'en parle aussi parce que c'est une nouvelle disposition de la norme ITIE. L'une partie essentielle de notre production, qu'elle soit minière, qu'elle soit pétrolière, qu'elle soit forestière, sert essentiellement à rembourser les investissements qui sont faits par les sociétés. À partir de ce moment, ce qui revient fiscalement à l'État doit disposer du fait que la rentabilité des sociétés soit retrouvée. Si nous ne regardons pas de manière fine, si nous ne regardons pas de manière professionnelle les coûts, on perd de l'argent. Donc, dans le cadre de la loi sur la transparence, la gestion projet par projet, c'est-à-dire que y est. Dans le cadre de la loi sur la transparence, le fait qu'une société souhaite investir au Congo doit faire en sorte qu'on ait un projet économique et financier qui existe et qui soit validé par l'État congolais. Donc, il y a un certain nombre de choses qui existent que l'on doit apprendre à utiliser. Ce sont des outils très importants et qui doivent permettre d'avoir une meilleure gestion de la fiscalité de l'État et d'avoir un regard qui permette de dire que oui, nous sommes capables d'optimiser les recettes issues des ressources des industries extractives. C'est la mobilisation des recettes. L'ITIE est un outil de mobilisation des recettes et nous savons que le gouvernement sait utiliser cet aspect de l'ITIE pour faire en sorte que nous ayons une réelle mobilisation des recettes. D'accord. Vous l'avez dit, le Congo a beaucoup évolué dans le processus de mise en œuvre ITIE, mais nous ne sommes pas toujours pays satisfaisants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir ce statut? C'est une question extrêmement importante. Aujourd'hui, il faut d'abord faire en sorte que l'ITIE puisse avoir un dispositif qui continue à faire en sorte que nous puissions avoir une implication réelle sur ce que vous dites. Donc, la première des choses, bien sûr, c'est qu'à l'issue de la validation de la République du Congo, la dernière, il y a eu un dispositif qui a été mis en place pour qu'est-ce que le Congo ait
ait accès à sa prochaine validation prévue pour le 1er janvier 2027. Ça veut dire tout simplement qu'il y a des mesures correctives qu'il faut faire. Ces mesures correctives portent à la fois sur la gouvernance, portent à la fois sur, je veux dire, des dispositifs légaux de la République du Congo, portent sur notre relation avec la société, les organisations de la société civile. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont en train d'être faites et cela interpelle à la fois les sociétés pétrolières, les sociétés minières, les sociétés forestières. Ça interpelle les organisations de la société civile, mais ça interpelle aussi et surtout l'État. Donc, il y a aussi des recommandations qui existent. Je prendrai un truc relativement simple. Pourquoi on n'a pas un cadastre forestier? Pourquoi nous n'avons pas de cadastre minier? Pourquoi nous n'avons pas de cadastre pétrolier? Nous interpellons toujours le dispositif, nous interpellons toujours les personnes responsables de cela. Et je crois aussi que l'ITIE elle-même, intrinsèquement, a besoin d'avoir un suivi. Nous ne pouvons pas nier qu'actuellement, au niveau de l'État, nous avons des difficultés qui sont liées au financement. Mais l'ITIE aussi a des partenaires au développement qui font en sorte que l'on puisse avoir un certain nombre d'activités. Mais le financement de l'État, l'État a ses priorités et nous devons en tenir compte. Voilà, en fait, nous nous préparons pour le 1er janvier 2027. Nous savons que ce rendez-vous est un rendez-vous crucial parce que si le Congo, en 2027, n'a pas abouti à un résultat satisfaisant, il est clair et net que le Congo devra être un pays suspendu. Et Congo suspendu, ça veut dire que notre vision avec les différents partenaires au développement, notre vision dans la communauté internationale ne sera plus la même. Voilà, donc il faudrait que le dire clairement et que l'on souhaite réellement qu'il y ait une meilleure mobilisation pour cela. Ok. Est-ce qu'il y a une cohérence entre les données du tableau des opérations financières de l'État et les différents rapports de l'ITIE? Je ne savais pas à quel moment vous allez me poser la question piège. Je ne savais pas à quel moment vous allez me poser cette question. Mais écoutez, c'est vrai. C'est vrai que dans le rapport ITIE, il est souvent reporté que nous avons... Et cela pose quelquefois des problèmes de compréhension, d'interprétation. Moi, je dirais ceci. C'est vrai que le tableau des opérations financières de l'État a des parties, surtout dans le relevé des données qui sont issues directement de l'industrie des hydrocarbures, données qui sont relevées, qui sont issues des industries minières. Nous avons quelquefois des divergences. Mais je pense que cela est dû au mécanisme de collecte des données. Et je crois que ce mécanisme de collecte des données doit être harmonisé. Au niveau de l'ITIE, voilà ce qui se passe. Il est demandé aux industries de mettre à disposition des données. Alors, avec une seule condition, ou deux. Premièrement, les responsables de ces industries doivent certifier, doivent confirmer que ce sont bien les données qui sont issues de leur service. Signature des directeurs généraux. Mais ce n'est pas suffisant. Un auditeur externe doit certifier que ces données sont mises à disposition. Commissaire au compte, minimum, commissaire au compte qui signe pour être sûr que nous avons les bonnes données. Du côté de l'État, nous exigeons que les directeurs généraux des administrations qui sont interpellés dans la collecte des données signent les documents. Ces documents doivent être signés par ces... Mais ce n'est pas suffisant. Nous demandons à ce qu'il y ait un auditeur externe. Et l'auditeur externe de l'État, surtout en matière des finances, s'appelle la Cour des comptes.
Donc, ces documents sont apportés à la Cour des comptes. Donc, si d'un côté, vous avez des données fiables et vérifiables pour les industries et des données fiables et vérifiables pour l'État, on fait une réconciliation et à ce moment, on dit effectivement, nous avons les bonnes données. Et c'est pourquoi ces données sont exprimées dans les différents rapports de l'ITE. Bon, alors, nous sommes certainement confrontés au tableau des opérations financières de l'État. Pas seulement, nous battons aujourd'hui pour qu'est-ce que ces différentes données soient mises à la disposition du Parlement de la République du Congo pour pouvoir mettre en place la loi de règlement. Parce que nous estimons que ce rapport est basé sur des conditions de reconstitution fiables et vérifiables. Et donc, la question que nous posons est une question que nous allons gérer en toute harmonie avec les personnes responsables de l'élaboration du tableau des opérations financières de l'État. Nous en discutons régulièrement parce que quelquefois, les mécanismes de collecte sont différentes et ensuite donc pouvoir harmoniser ça au niveau des administrations. Oui. Mais quelles sont les réformes que la norme ITIE propose pour qu'aujourd'hui les ressources naturelles de notre pays profitent concrètement à la population? Une autre question piège. Bon, ok, très bien. La norme ITIE en elle-même est une source de réforme. Je crois que cela a déjà été pris en compte dans la loi sur la transparence. Cela aussi, aujourd'hui, nous avons un certain nombre de choses qui sont faites. On prend par exemple le fait que au niveau de la gestion des prix fiscaux, il est lancé je prends ça un truc qui est crucial parce que la gestion des contrats de partage de production exige que les prix fiscaux soient réellement établis pour pouvoir vraiment fixer aujourd'hui à travers un rapport important qui a été qui est publié, donc qui est sur Internet, que tout le monde peut lire, un certain nombre de dispositifs relatifs les prix fiscaux ont été dit. Le ministre en charge des hydrocarbures, lors d'une réunion formelle et officielle, a annoncé que nous allons discuter avec nos partenaires pour améliorer le concept aujourd'hui sur les prix fiscaux. J'en ai parlé tout à l'heure, les cadastres. À la fois le dispositif au niveau du ministère en charge des hydrocarbures, du ministère en charge de la forêt, du ministère en charge des mines, aujourd'hui font en sorte que les personnes se retrouvent à faire en sorte de pouvoir travailler sur le concept des cadastres. Je vais plus loin. Vous avez fondamentalement dans les réformes, j'ai parlé de ce qu'on retrouve dans le code minier, dans le code pétrolier, dans le code forestier. La collecte de données, les mécanismes de collecte deviennent essentiels parce qu'on ne peut pas avoir une réelle, on ne peut pas ne pas avoir une réelle mainmise sur la collecte de nos données. Je vais encore plus loin. Vous avez un mécanisme aujourd'hui où nous savons que nos partenaires, quand ils viennent dans notre pays, ils signent nos contrats par projet. C'est-à-dire que vous avez une licence que l'on signe, un projet que l'on signe, etc. etc. Mais les données qui doivent ressortir des ressources extractives doivent permettre de gérer l'évolution de nos projets. Est-ce que le fait que la signature des plus hautes autorités de notre pays ont donné naissance à un projet qui rapporte à notre pays? Donc il faudrait qu'il y ait un suivi. Et donc la loi sur la transparence, et non seulement sur la transparence, les différentes lois nous obligent, et nous on a vu encore dans le code des hydrocarbures, nous obligent à regarder projet par projet. Quelquefois, certains rapports consolident. Non, moi je pense qu'il faut évoluer pour savoir si nous, en tant qu'État, nous avons bien fait de pouvoir faire en sorte que nous ayons signé avec tel ou tel partenaire et que
vous êtes parlé des populations. Le plus important, c'est quoi? C'est qu'on ait une bonne fiscalité optimale. Et cette fiscalité optimale doit rapporter de l'argent à l'État, qui doit être mise à la disposition du budget de l'État, de telle manière à ce que tous les projets sociaux et tout ce que dont nous avons besoin puissent être là pour permettre d'améliorer justement, je reviens là-dedans, c'est de l'argent qu'il faut. Donc l'argent dans les projets, dans les rapports, dans tout ce que nous avons avec nos partenaires de développement, c'est la fiscalité, et la fiscalité doit être optimale. Oui. ITIE a pour vocation aussi encourager le débat public sur les ressources naturelles. Est-ce que ITIE Congo encourage le débat public? Écoutez, cette question n'est pas seulement une question nationale. Elle est une question internationale au niveau de l'ITIE. Comment faire pour qu'est-ce que le débat public puisse être celui que l'on observe? Bon, est-ce que le langage de l'ITIE est un langage que le commun des mortels peut comprendre? Là, déjà, j'ai discuté avec vous, j'utilise des mots, j'utilise plein de choses. C'est un vrai débat. Nous, d'abord, la première des choses que l'on doit faire, c'est de faire des ateliers. Nous, on fait des ateliers. Nous nous organisons de telle manière à ce qu'il y ait régulièrement un rapport ITIE chaque année. Aujourd'hui, nous avons au secrétariat permanent de l'ITIE des jeunes que j'estime que ce sont des experts, sortis pour la plupart de l'université Marien Ngouabi, qui font en sorte que nous pouvons vulgariser ou alors rendre lisible un certain nombre de choses. Par exemple, nous avons fait un document où nous essayons de parler de la cartographie des recettes de l'État au niveau des industries extractives. Nous avons fait un document qui nous permet de montrer que ces sources, donc cette fiscalité, donc cet argent, les flux qui permettent d'arriver jusqu'au trésor public. Mais ça, il faut savoir l'expliquer, comme vous voulez, à la population. Pour cela, nous sommes en train de réfléchir à la meilleure communication. La communication, elle doit être maîtrisée. Ça fait, comme vous dites, ça fait un bon bout de temps qu'on est là. Et ça fait aussi un certain temps où nous écoutons les gens pour savoir quel est le retour que nous avons. Et c'est bien de travailler avec, en général, comme dit, les jeunes diplômés, les jeunes experts qui aussi sont à l'écoute de la population. Dire, mais attendez, monsieur le secrétaire permanent, vous n'êtes pas perçu comme cela. On doit vous percevoir d'une certaine manière. Et c'est ça que nous travaillons maintenant, parce que ce n'est pas facile de venir tout simplement dire, mais voilà, le rapport de l'ITIE dit ceci, dit ceci. Ok, d'accord, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, nous, on souhaite d'aller beaucoup plus dans la communication. On est en train d'essayer de trouver de bons experts là-dessus. Ce que vous faites, vous venez vers nous et qu'on ait cette discussion. Je pense que c'est extrêmement positif et on souhaite avoir l'opportunité de trouver la meilleure voie à travers les réseaux sociaux, à travers la communication que j'appelle la communication classique, trouver les mots, trouver les bonnes discussions et ouvrir le débat. Un débat constructif, c'est pas simplement un débat cela. Et c'est là où, en dernier mot pour atterrir, j'interpelle la société civile. Oui. Il faut interpeller la société civile là-dessus. Est-ce que la société civile a toute sa place aujourd'hui dans la norme? On ne peut rien faire dans la norme ITIE sans qu'il y ait la société civile. Ah non. C'est le... Pardon, j'ai pas compris. Est-ce que vous écoutez la société civile? alors est-ce que la question est destinée au conseiller de l'ITIE ou au secrétaire permanent? Mais on est obligé d'écouter la société civile, que ce soit au niveau national qu'au niveau international. Aujourd'hui, se dire dans quel pays, j'aime beaucoup mon pays, se dire que nous on peut faire sans la société civile, c'est pas possible. Et
autorités les plus grandes de notre pays l'ont comprise, puisque constitutionnellement, la société civile existe dans notre pays, au niveau national. Mais il y en a qui ne se reconnaissent pas, mais il faut qu'ils intègrent, il faut avec qui on se parle. Je crois que le dialogue est essentiel, un des leitmotifs du président de la République, chef de l'État, mais pas seulement au niveau national. Au niveau international, il faut parler avec la société civile. Moi, je me suis au conseil d'administration internationale de l'ITIE. Je représente mon pays. Je représente 6 pays de pays francophones. Mais les discussions avec la société civile sont essentielles. Et comme le principe à l'ITIE, c'est le consensus, si la société civile n'est pas d'accord, on ne passe pas. On ne fait passer rien du tout. C'est comme si nous, les États, les pays mettant en œuvre l'ITIE, on n'est pas d'accord, ça ne passe pas. Et la même chose pour les industries. Je crois que le plus important, c'est le dialogue. Le dialogue et le dialogue. On n'est pas toujours d'accord. On n'est pas toujours d'accord quelquefois de la manière dont ils décrivent notre pays. Moi, je peux le dire. On a des discussions qui sont extrêmement fortes, mais ça n'empêche pas que l'on dialogue. Voilà, je crois que c'est ça le plus important. La société civile doit avoir toute sa place et je suis sûr que ce concept qui est accepté par les dirigeants de notre pays, les plus hautes autorités, on n'a aucun problème. Le problème, c'est que respecter notre pays, respecter nos autorités, faire en sorte que l'on puisse discuter dans des conditions les meilleures. Nous, on ne peut pas être... Il est inacceptable qu'on insulte les gens. Là, c'est pas possible. Nous, on ne les insulte pas. Et donc, c'est pas acceptable que de l'autre côté, non. On a des personnes au niveau de la société civile congolaise qui sont des personnes respectées. Je vous prie d'assister au comité national de l'ITE. Ça se passe bien. Je vous prie d'assister au conseil d'administration international de l'ITIE. Ça se passe très bien. Et bon, je ne crois pas que la société civile n'ait pas toute sa place. Voilà. Donc, moi, sur ce point de vue, il n'y a aucun problème. Et on fait en sorte qu'ils travaillent avec nous. Tout à l'heure de la communication de l'ITIE, on constate que l'ITIE ne prend souvent pas part au débat. Par exemple, lorsqu'il y a pénurie de carburant, lorsqu'il y a des coupures d'électricité. C'est-à-dire que vous êtes la norme ITIE, vous êtes là pour la transparence des industries extractives. Est-ce que votre rôle se limite qu'à concevoir des rapports? Est-ce que l'ITIE n'a pas droit à prendre part au débat au niveau national? Bon, ok. Je pense que c'est une question extrêmement pertinente. La zone d'influence de l'ITIE est limitative. On ne pourra pas parler de la pénurie des carburants, tout simplement parce qu'on est dans l'amont pétrolier. Bon. Donc, sur ce point de vue, c'est relativement clair. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des citoyens. Les citoyens peuvent se poser la question parce que derrière cela, bien sûr, il y a la raffinerie de la Coraf. Et la raffinerie de la Coraf, c'est vrai, nous savons, les gros problèmes, nous savons quelles sont les limites de la raffinerie Coraf, nous savons quelles sont les difficultés d'acheminement des produits pétroliers à Brazzaville et dans le reste du pays, et nous savons en général ces choses-là. Qu'est-ce qu'il y a un débat à mettre de plus quand on sait pertinemment que le problème de la mise à disposition des carburants est lié au transport et aussi est lié à la fluctuation des prix au niveau international. Voilà. Sur ce point de vue, ce n'est pas dans le travail de l'ITIE, mais on peut vous dire, je vous ai dit, je vous pose les problèmes. Qu'est-ce que nous pouvons apporter de plus? De faire en sorte que, au niveau de la distribution nationale, les pétroliers qui sont dans la distribution puissent avoir une configuration qui fait en sorte que nous ayons régulièrement du carburant. Vous savez qu'on a un grand projet de pipelines et tout ça là. Donc je crois que les autorités sont en train de travailler dessus. Électricité, centrale électrique du Congo, oui. Mais nous savons tous aussi que la centrale électrique du Congo fonctionne normalement. Il y a de la maintenance. Pour faire de la maintenance, il faut avoir de l'argent. Est-ce que tout ce qui est mis en place permet de pouvoir faire en sorte que la centrale électrique du Congo fonctionne normalement?
les discussions sont ouvertes, les discussions sont là. Nous, on regarde des rapports qui sont liés à la centrale électrique du Congo et ils sont sur le rapport ITIE. Maintenant, l'ITIE n'intervient pas dans le transport de l'électricité. Voilà. L'ITIE ne rapporte dans toutes les coupures. L'ITIE, ce n'est pas ça. Nous, industrie extractive, financement dans les industries extractives, les flux financiers, les conséquences de ces flux financiers, leur origine, voilà, sur lequel nous travaillons. Voilà. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Est-ce que vous souhaitez aborder un élément ou quelque chose que vous n'avez pas eu l'opportunité d'aborder? Oh non, je crois qu'on a abordé pratiquement tous les sujets. Je crois surtout à la mobilisation des recettes. C'est un moment important de notre pays d'avoir de plus en plus à se focaliser sur la mobilisation des recettes, la capacité de l'expertise congolaise à faire en sorte qu'on ait la mobilisation des recettes, les recettes dans les industries extractives, l'amélioration de la gouvernance. Je suis en train de lire au niveau du gouvernement de la République, le mot gouvernance est de manière régulière dans les rapports du gouvernement. Le mot transparence revient de manière régulière là-dessus. Et quand on regarde cela, non seulement au niveau national, mais au niveau international, même si on enlève le mot ITIE, même si on enlève le sigle ITIE, on ne peut pas faire sans la gouvernance. Parce que c'est la bonne gouvernance qui fait en sorte qu'on ait des pays beaucoup plus grands du point de vue du dispositif. Et il est essentiel d'utiliser la transparence, parce que il ne faut pas toujours caricaturer la transparence comme un élément, voilà, ils veulent contrôler tout. Non. Il faut surtout se dire que on a un besoin stratégique, on a un besoin essentiel de faire en sorte que la gouvernance et la transparence soient plutôt de plus en plus des acteurs essentiels. Et encore, je voudrais rajouter que ce n'est pas l'ITIE qui a ramené la gouvernance et la transparence. Le code, quand on regarde les différents codes qui existent, code pénal déjà, le code de procédure pénale, quand vous regardez le code civil, quand vous regardez le code des hydrocarbures, quand vous regardez le code minier, quand vous regardez le code forestier, et quand vous regardez les dispositions réglementaires qui existent dans notre pays, l'ITIE est arrivé en plus de cela pour cristalliser la nécessité de faire de la gouvernance et la transparence un élément essentiel de la gestion des finances publiques. Donc je crois que sur ce point de vue, je peux vous dire que nous sommes là, nous resterons à la disposition d'ailleurs d'abord des membres de l'ITIE, que ce soit le gouvernement, que ce soit la société civile, que ce soit les industries. Mais au-delà de ça, il faut dire que, comme vous l'avez su le dire tout à l'heure, les populations restent en attente d'une meilleure gouvernance et d'une meilleure transparence. Est-ce que vous pouvez dire félicitations au gouvernement pour sa transparence dans la gestion des industries extractives? Il est très difficile pour moi de juger le gouvernement. Je ne juge pas, je ne peux pas dire monsieur le gouvernement. En français facile. Félicitations, vous faites des efforts. Bon. Ah non, non, non. Moi aujourd'hui, je suis un secrétaire permanent qui a été nommé par le gouvernement de la République. Et donc la tutelle est gérée par le gouvernement de la République. Donc moi, j'apporte ce qu'il faut, de telle manière à ce que le gouvernement puisse faire au mieux et avec cela, de pouvoir répondre au vote, de répondre au vote des citoyens congolais, qui a mis en place cette volonté d'avoir un mandat où doit s'exercer un certain nombre de choses. Vous voulez que je répète? Vous avez entendu le président de la République, lors de ses différents discours à la nation, qui revient sur la gouvernance, qui revient sur la transparence. On ne peut que applaudir, madame. Donc, tous les efforts qui seront faits pour aller dans la gouvernance et la transparence, il faudrait qu'on l'accompagne. Et si on ne l'accompagne pas, on fait une faute.
Moi, en tant que secrétaire permanent à l'ITU, si je n'accompagne pas le gouvernement dans la mise en œuvre de la gouvernance et la transparence dans ce pays, je fais une faute. Voilà. Mais est-ce que vous n'avez pas un peu les mains liées vu votre... Alors, si vous lisez les rapports ITIE, si on prend la lecture des rapports ITIE de manière régulière, on répondra à votre question. Parce qu'il faut lire ce qui est écrit dans les rapports ITIE. Très peu de gens, en dehors des experts, lisent les rapports de l'ITIE. Moi, j'invite les gens à lire les rapports de l'ITIE. Et je rappelle que les rapports de l'ITIE sont validés en présence des membres du gouvernement, en présence de la société civile et en présence des sociétés. Donc moi, je n'ai pas de main liée là-dessus, puisqu'ils sont validés. Donc moi, je peux vous parler des problèmes qui sont dans les rapports ITIE, très à l'aise, puisque ça a été validé. Maintenant, lié par rapport à quoi? Par rapport au fait que je dois faire beaucoup plus, je fais dans le cadre de ce qui je veux dire, des dispositions qui sont celles qui définissent ma charge, sont celles qui définissent la charge de l'ITIE dans ce pays. Maintenant, s'il y a une attente à ce que l'on fasse plus, cette attente, je veux dire, va être discutée avec ceux qui ont volontairement mis en place l'ITIE dans ce pays. Quelquefois, je veux répondre aussi un peu plus à cette question, quelquefois on confond l'ITIE avec la société civile. Il ne faut pas confondre l'ITIE avec la... Nous ne sommes pas la société civile. Mais nous travaillons et nous écoutons et nous faisons, une fois qu'on est d'accord avec la société civile, nous faisons un travail ensemble. Nous ne sommes pas la société civile. Je rappelle que l'ITIE a 3 composantes. Le gouvernement, qui volontairement, non seulement accepte de mettre l'ITIE dans ce pays, mais désigne le responsable qui doit animer l'ITIE. C'est le gouvernement. Et ça, c'est accepté dans tous les pays du monde. Ensuite, il y a les sociétés privées qui peuvent aussi ne pas être d'accord, et je dis bien, et les organisations de la société civile que je considère être comme le carburant ou un moteur, en tout cas une partie essentielle du moteur de la société civile. Non, nous ne sommes pas la société civile, mais nous faisons avec la société civile, nous les écoutons, et quand nous sommes d'accord avec les différentes propositions de la société civile, nous les appliquons. Président, merci d'avoir répondu à votre invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avons reçu sur ce plateau M. Florent Michel Okoko. Il est le secrétaire permanent du comité national ITIE Congo. Merci de votre... Merci, madame la journaliste. Merci.